Bonjour à tous. Dans la nuit de mardi dernier, la modification du code électoral a été actée après des débats houleux sur fond de tiraillements de toutes sortes entre majorité présidentielle à l'Assemblée nationale et opposition. En fin de compte, la proposition de loi Nathan Deyaké, celle dont le président du groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau est l'auteur, passe contre celle de Nourenou Achadé du Parti des démocrates. Si la surprise ne réside pas en l'entente commune des parlementaires soutenant les actions de talent autour de la proposition de loi qui est la leur, les débats dans l'opinion s'articulent bien autour maintenant des amendements dits à renvoyer blas, des dispositions corsées sur la levée de sièges au Parlement, la désignation des chefs de quartier de villes et villages, et ce qui alimente le plus les suspicions, les probables candidatures au présidentiel à venir en 2026 concernant le parrainage. Pour comprendre toutes ces nouveautés que comporte cette version modifiée et complétée du code électoral, nous sommes ce dimanche avec le député Gérard Benonchi, secrétaire général du parti Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Bonjour cher invité. Bonjour cher ami William Cliquant, bonjour Franck Aounou. Bonjour honorable. Oui. Vous nous entretiendrez, nous et nos téléspectateurs, à la lumière de mes questions, mais aussi à celles que vous fera Franck Aounou. Bonjour Franck. Bonjour William, Gérard Benonchi, bonjour. Bonjour cher ami. Allez, merci de vous rendre disponible pour répondre à nos questions ce dimanche. Ma toute première question pour vous, quel est le sentiment qui vous anime depuis que vous avez voté cette loi portant code électoral, avec notamment les différents amendements qui s'y retrouvent aujourd'hui suite à l'injonction de la Cour constitutionnelle? Et puisque nous sommes sur zone franche, eh bien, nous attendons de vous que vous répondez franchement à cette question-là, la toute première. Merci beaucoup. Alors, abordant votre première préoccupation qui me demande quel est mon sentiment, je ne puis dire autre chose que de dire que c'est un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté d'être de la 9e législature, un député de la 9e législature qui a écrit encore une nouvelle page dans l'histoire de la consolidation de la démocratie dans mon pays, dans l'histoire de l'enracinement des partis politiques dans notre pays, étant donné que vous le savez bien que l'animation de la vie politique et l'animation de la gouvernance d'un pays, c'est d'abord et avant tout politique. Et c'est en tant qu'acteur politique, je ne peux qu'être fier de ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale le 5 mars, passé la nuit du 5 mars. Nous irons tout à l'heure dans les détails, mais d'entrée de jeu, je vous dis que moi je suis fier. Si vous voulez, je vous dis d'où nous sommes partis. Allez-y. Vous savez que tout est parti d'une décision de la Cour constitutionnelle, la DCC 001 du 4 janvier 2024, suite à la saisine d'un citoyen du Bénin qui demandait à la Cour de constater la rupture d'égalité entre les parrains-maires et de tout faire au nom de son pouvoir régulateur du bon fonctionnement des institutions pour rétablir cette égalité. Alors la Cour, bien que n'ayant pas donné suite favorable à la demande de ce citoyen, s'est auto-saisie au nom de son pouvoir régulateur du bon fonctionnement des institutions pour rendre cette décision qui désormais est célèbre, qui demande à l'Assemblée nationale, aux députés, de retourner pour aller corriger le code électoral pour rétablir l'égalité entre les parrains-maires. Alors, l'Assemblée nationale s'est réunie, comme vous le savez, après plusieurs tractations. Il y a eu le dépôt donc d'une proposition de loi de l'honorable Aké Nastoné, qui est donc le président de mon groupe parlementaire UP Le Renouveau, puis le dépôt d'une proposition de loi de l'honorable Nourenou Achadé, qui est le président du groupe parlementaire Les Démocrates. Alors, les deux propositions de loi visant le même objet ont été donc jointes pour subir une étude unique par la commission des lois qui
qui a produit son rapport qui a été déposé au président de l'Assemblée nationale. Et c'est ce rapport que nous avons donc étudié le 5 mars passé et qui a abouti donc à l'adoption de la loi portant donc révision donc de la loi portant code électoral dans notre pays. Alors, ce que nous avons fait, je disais que je suis fier, c'est que, premièrement, nous avons donné suite à la demande de la Cour constitutionnelle qui nous demandait d'aller rétablir l'égalité entre les parrains maires. Nous avons rétabli cette égalité. C'est pas trop tôt de le dire, on attend que de voir la suite, non? Non, moi je ne parle que de ce que nous avons fait. Le travail ira à la Cour, c'est à elle de dire le contraire. Mais moi, de mon intime conviction, moi je pense que nous l'avons fait. C'était quoi ce que la Cour a constaté? La rupture de l'égalité entre les maires, c'est que sur la base des tests que nous avions jusque-là, le code électoral, c'est que nous allions faire les élections législatives et communales le 8 janvier, puis les élus communaux qui seront donc connus, qui seront issus de cette élection, notamment les maires qui auront été désignés par leur parti, devront être installés. Ils devront être installés par les préfets. Or, la loi prévoit que l'installation se fait sur 2 semaines. Et on a constaté qu'à l'intérieur de ces 2 semaines, la clôture du dépôt des dossiers à l'élection présidentielle interviendra. Ça veut dire que les maires qui auront la chance d'être installés avant la clôture du dépôt des dossiers à l'élection présidentielle pourront parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Alors que ceux qui ne seront installés qu'après la clôture du dossier, mais pourtant à l'intérieur des 2 semaines réglementaires et légaux, ne pourront pas parrainer. C'est là que les citoyens étant égaux devant la loi, la Cour a dit il y a rupture de l'égalité entre ces citoyens. Il faille que nous retournions à l'Assemblée nationale revoir le code pour rétablir cette égalité entre les maires. Mais entre nous, députés, quand nous avons analysé, nous avons constaté que cette rupture d'égalité dont la Cour a parlé n'était pas seulement au niveau des maires. Cette rupture d'égalité existe aussi au niveau des députés et aussi entre les députés et les maires, en ce sens que les députés qui seront élus à l'issue de l'élection législative de 2026 seront installés à date fixe et ils seront à 3 jours de leur installation quand la clôture du dépôt des dossiers pour l'élection présidentielle interviendra. Ça veut dire qu'ils n'auront même pas la possibilité d'être installés et n'étant pas installés, ils ne pourront pas parrainer. Mais au nom de quoi? Étant élus le même jour que les maires à l'issue de la même élection, d'une élection qui s'est passée le même jour, certains maires pourront parrainer et eux, députés, ne pourront pas parrainer. Donc il y a encore rupture d'égalité entre députés et maires. Mais on est allé plus loin en disant qu'il y a encore autre chose. Il y a la rupture de la légitimité. Le défaut de légitimité se pose aussi en ce sens que les députés qui seront issus de l'élection présidentielle comme de l'élection législative de 2026 ne pouvant pas parrainer parce que n'étant pas installés, alors les parrains seront alors les députés actuels que nous sommes. Alors que vous savez que quand on va à une élection, on ne positionne pas systématiquement tout le monde. Donc il y a des députés actuels qui ne seront plus positionnés sur les listes et donc ne seront plus élus députés. Il y en a qui seront positionnés mais vont échouer. Ce n'est pas tous ceux qu'on positionne qui réussissent. Il y a certains qui vont échouer. Donc tout cela, malgré qu'ils ne sont plus députés, les voilà qui auront les parrainages en main à vouloir parrainer. Nous avons dit c'est illégitime. Donc c'est tout cela que nous avons dit. Il faut corriger tout cela. Alors pour corriger tout cela, quand nous avons fusionné les 2 propositions de loi, vous savez qu'au départ, certains avaient dit que la solution simple, c'était d'aller à la révision de la Constitution pour inverser l'ordre des 2 élections. Faire l'élection présidentielle d'abord, puis après les élections législatives et communales. Mais vous savez que la proposition de révision de la Constitution n'a pas prospéré. C'est pour ça que nous sommes revenus donc au Code. Et dans le Code, nous pensons, comme je l'ai dit, avoir trouvé la solution qui permet donc de régler tous ces problèmes que nous avons constatés, à savoir que désormais,
à travers l'article 40 nouveau, le dépôt des dossiers, non, la déclaration de candidature se fait à 60 jours du scrutin pour l'élection des députés, à 65 jours du scrutin pour l'élection des conseillers communaux et à 180 jours du premier tour de l'élection présidentielle pour l'élection du président de la République et du vice-président de la République. Ce faisant, comme nous sommes à 180 jours de l'élection, ça veut dire que c'est les députés actuels, les maires actuels qui vont parrainer donc les duos candidats à l'élection présidentielle et vice-président à l'élection présidentielle en toute légitimité, en toute égalité, en toute légalité. Honorable, oui. C'est vrai, oui. Si nous avons laissé le temps de tout expliquer, c'est pour permettre à nos téléspectateurs de mieux cerner le sujet dont nous parlons. Oui. Sentiment de fierté, c'est vrai, mais est-ce que ce sentiment rime forcément avec l'écho que cela a eu, ce vote a eu dans l'opinion? Vous avez jaugé un peu votre base, vous avez jaugé un peu le peuple, vous avez jaugé les différentes réactions que cela a provoqué. Est-ce que véritablement votre sentiment de fierté rime avec? Si nous allons tout de suite à cette question, si je dois répondre tout de suite à votre question telle que posée, je pense que les téléspectateurs ne vont pas bien comprendre ce pourquoi nous sommes là, nous pourrons dévier. Moi, j'aurais souhaité que d'abord, nous vous exposions les améliorations que nous avons apportées. Nous allons en venir. Nous avons OK. Donc, le sentiment de fierté dont je parle, oui, nous sommes élus pour légiférer et nous légiférons, nous rendrons compte à nos mandants. Et vous savez aussi qu'avant de légiférer, nous, par exemple, au niveau de mon parti, l'Union progressiste, le Renouveau, la haute direction politique de mon parti a fait une tournée dans les 24 circonscriptions électorales du Bénin pour aller exposer à nos mandants, à nos militants, à nos leaders à la base, le travail qui est demandé aux députés à l'Assemblée nationale. Et je pense que partout où nous sommes passés, il est vrai qu'au début, avant d'aller les voir, les gens avaient des appréhensions parce qu'il y avait une machine d'intoxication qui avait sérieusement empoisonné la vie. C'est pour cela que nous sommes descendus sur le terrain. Mais partout où nous sommes passés, après nos explications, je pense que nos militants, les mandants, les populations ont massivement adhéré donc, à cet idéal d'aller corriger donc, tout ce qu'il y a dans le code, de donner satisfaction à ce que la Cour a dit, mais d'aller au-delà pour apporter au code électoral toutes les améliorations que nous estimons bonnes pour pouvoir donc améliorer le cadre institutionnel relatif aux élections dans notre pays. Et vous savez, sur cette base, avant d'aller là, je pense que quand vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale, le jour-là, notre camarade Arifari Bako a posé une question préjudicielle qu'il disait que lui très interrompu par le président de l'Assemblée nationale. Mais oui, lui pensait qu'on devait répondre seulement aux préoccupations de la Cour qui nous demandait de rétablir l'égalité entre les parrains maires et de corriger l'erreur matérielle dans l'article 42. Et qu'on devait s'arrêter là. Même disons non, à l'Assemblée nationale, vous avez suivi, les débats sont allés dans le sens que le pouvoir de légiférer donc des députés ne pouvait nullement être donc encadré, ne pouvait nullement être limité par quelques injonctions de la Cour ou par quelques invitations de la Cour à aller faire des corrections ponctuelles dans le code. Nous avons répondu à la préoccupation de la Cour, mais nous sommes allés au-delà. Et comme vous avez dit, tout à l'heure, nous viendrons sur tous les amendements que nous avons eu à apporter à ce code avant d'en tirer les conséquences. Voilà. Avant justement d'aborder les amendements un à un, en face, vous êtes perçus comme des pyromanes, des gens qui n'aiment pas la paix, parce que toutes les dispositions que vous avez corsées dans les amendements que nous verrons tout à l'heure relèvent d'un durcissement de pilules qu'on n'a pas encore digéré jusque-là, ayant conduit à des élections qui ont créé des précédents qui n'ont jamais existé depuis l'histoire de notre démocratie. Quand vous écoutez ça, ça vous fait quel effet? Nous sommes des pyromanes, vous dites, on est nullement des pyromanes. Vous savez que depuis 2018, nous sommes dans une logique, la logique de la réforme du système partisan.
Et l'objectif, c'est d'avoir des partis à ancrage national, des partis d'envergure nationale, des partis qui ne sont plus des partis de région, qui ne sont plus des partis de quartier, qui ne sont plus des partis d'amis, de copains, de coquins. Et c'est pour cela que nous avons touché toutes les lois qui portent le système partisan, notamment la charte des partis politiques, la Constitution, nous avons touché à la Constitution, nous avons touché au code électoral, nous avons touché à la loi sur le financement des partis politiques. Tout ça permet d'avoir un système partisan fort qui incite au regroupement. Il est vrai que c'est le multipartisme intégral qui a été adopté par nos pères, les pères de notre Constitution de 1990. Nous n'y avons pas touché. Ce principe est maintenu. Vous pouvez, le multipartisme intégral est maintenu, mais des dispositions sont mises dans les lois pour contraindre les gens au regroupement afin que nous évitions à notre pays les pires spectacles auxquels nous avons eu droit à chaque échéance électorale où les gens vont simplement pour faire du marchandage politique. Nous avons voulu avoir donc des partis politiques qui soient des partis forts, solides, qui sont les vrais animateurs de la vie politique, qui sont les vrais instigateurs du développement dans notre pays, que seuls les partis politiques soient donc les interlocuteurs du peuple en ce qui concerne l'animation de la vie politique, en ce qui concerne la formulation des politiques publiques pour un développement harmonieux et intégral de notre pays. Donc, vu sur cet angle, vous dites que les améliorations que nous avons apportées au code nous projettent sur nous l'image de gens qui sont des pyromanes. En quoi nous sommes des pyromanes si nous voulons apporter donc des améliorations à notre cadre institutionnel pour permettre d'avoir désormais des élections inclusives, pour permettre d'avoir des élections sérieuses où on n'y va plus pour aller s'amuser, pour permettre que notre pays se développe, vraiment prenne l'essor donc le décollage en ce qui concerne le développement. Vous dites que nous sommes des pyromanes. Je prête la voix à Éric Rouleté du Parti Les Démocrates. Non, c'est pas nous qui avons. C'est pas nous qui avons la flamme. Vous savez, le parti dont l'emblème est la flamme, c'est pas nous. On n'en veut pas la flamme. La flamme du développement. Non, nous ne voulons rien brûler. Au contraire, nous n'avons aucune posture de nous n'a jamais été des gens. Que vous interprétez la flamme dans le niveau des. Non, je le dis simplement par constat, mais aucune posture de nous qui sommes de la mouvance n'a jamais été de susciter l'affrontement, de susciter le désordre dans le pays, mais tout ce que nous constatons comme étant nécessaire pour améliorer le cadre institutionnel, nous le faisons. Et nous ne le faisons pas pour quelqu'un, mais nous le faisons pour tout le monde. Ce qu'on dit que nous sommes, par rapport à qui nous sommes pyromanes, envers qui? Envers nous-mêmes aussi. Je pense que les améliorations qui sont apportées valent pour tout le monde, tous les partis politiques. Voilà. Parlant des améliorations, nous allons y aller. Quelques morceaux choisis dans le nouveau code, l'article 132, nouveau par exemple, on dit « Nul n'est candidat aux élections présidentielles s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Un député ou un maire ne peut parrainer que candidat membre ou désigné du parti l'ayant présenté pour son élection. » Alors, qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Oui, ça là, ces dispositions, vous savez qu'il y a un phénomène que nous sommes en train de décrier dans notre pays, c'est la transhumance politique. Un militant d'un parti A, élu sur la liste d'un parti A, demain vous le retrouvez abandonné, il abandonne carrément le parti une fois arrivé à l'Assemblée nationale. À l'approche des élections présidentielles, on ouvre le porte-monnaie pour faire des débauchages et puis ça déstabilise les partis politiques. Et nous avons dit que nous voulons des partis à ancrage national, des partis solides, des partis stables, qui ne puissent pas craindre qu'on débauche leurs militants. Et ça vaut pour tous les partis politiques. Si vous voyez cette disposition que nous avons mise, cette disposition contribue à limiter un tant soit peu la transhumance, parce qu'on dit que les parrains potentiels, que sont les maires et les députés, ne peuvent parrainer que
un candidat membre de leur parti ou désigné par leur parti, ou à défaut, qui est un candidat appartenant à un parti ayant signé un accord de gouvernance avec leur parti politique. Sur ces bases, ça veut dire qu'aucun parti ne doit craindre que ses parrains potentiels soient démarchés, soient débauchés sans son accord. Cela vaut par exemple pour le Parti Les Démocrates que nous préservons par cette disposition. Vous savez que quand nous avons fait le point, quand on a apporté à 15% le taux de parrainage, hein, quand on a porté ça à 15%, on a fait le point, le taux de 15% de tous les parrains potentiels, députés et maires réunis, à 15%, on se trouve à 27 et quelques. Donc ça veut dire 28 députés pour eux, ils sont qualifiés, ils peuvent partir. C'est taillé à leur mesure? Non, juste? Oui, ça aussi, quelque part, nous avons fait le point du constat de l'existant pour ne pas être taxé d'exclusion, d'intention d'exclure qui que ce soit. Sinon, au départ, on voulait aller à 20%. Mais quand on a fait les calculs, on a vu qu'à 20%, d'office, les démocrates seraient exclus. Et ce n'est pas ça notre intention. On ne veut pas qu'ils soient exclus. On veut qu'ils soient dans la course. Sinon, si nous devons être conformes à notre logique de renforcer le système partisan, les premières propositions étaient allées dans l'ordre de 20%. Gérard Benonchi, je ne vous interromps pas. Avant même l'incidence politique, arithmétiquement, que comprendre de cette histoire de 15% sur l'ensemble des députés et maires, et surtout d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales. C'est ce que nous disons. Qu'est-ce qu'on y comprend? Ce que vous devez comprendre, c'est que comme je le dis, je dis que les leaders, les acteurs politiques ne peuvent plus être des acteurs solitaires qui sont populaires seulement dans leur milieu, dans leur région seulement. On dit les parrains seront 15% de l'ensemble des parrains potentiels. Si vous voulez briguer la magistrature suprême, il faut que vous ayez au moins 15% des parrains, ça c'est un peu pour exprimer le nombre qu'il faut quand on calcule, 15%, comme je l'ai dit, ça fait 27 et quelques, au moins 27, et quelques. Donc vous avez au moins 28 parrains qui vont vous parrainer, mais il faut qu'ils proviennent de 3/5 des circonscriptions électorales. Si on fait le point, par excès, ça fait 15 circonscriptions au moins sur 24. Ça veut dire qu'il ne faudrait plus que vous soyez seulement un leader populaire, seulement dans votre commune ou dans votre circonscription électorale pour espérer briguer la magistrature suprême. Il faut que non seulement vous soyez populaire chez vous, dans votre localité, mais il faut que vous soyez populaire dans 3/5 des circonscriptions de notre pays. Autant le choix à une candidature pour une présidentielle. Est-ce que briguer la magistrature suprême, c'est aller au paradis? Non, c'est pas aller au paradis, mais nous voulons des leaders qui ont une assise nationale, qui sont acceptés par les populations. Vous savez pourquoi on l'a fait ainsi? Si sur cette base, vous devenez président de la République, vous voyez, toutes les circonscriptions dans lesquelles vous avez du soutien, tous qui vous ont apporté leur soutien, ça veut dire que vous avez l'obligation de porter un regard sur toutes les circonscriptions du Bénin. Sinon, vous pouvez devenir président de la République et ne regarder que votre région, ou la région où vous avez des amis, ou la région où vous avez une femme, ou la région où vous avez un frère. Mais là, maintenant, ça vous permet d'être collé au développement intégral et harmonieux de tous les territoires du pays. Mais est-ce qu'il suffit d'être populaire pour être vraiment leader? Puis avoir des leaders au sein des partis politiques, mais qui ne soient pas forcément populaires, parce que vous dites il faut non, c'est seulement dans votre commune, dans votre circonscription. C'est les partis aujourd'hui, c'est les partis qui portent les candidatures. Quand le parti porte les candidatures, nous voulons que ces partis aient une assise nationale. Parce que ce n'est pas seulement l'individu qui sera élu, qui va implémenter la politique qui lui passe par la tête. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que quand vous serez élu, c'est le parti politique qui va gouverner. Et ce parti politique aura l'obligation de porter un regard sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est ce qui se cache derrière ces réformes. Et nous vous suggérons donc de comprendre avec nous, toutes les populations du Béninois, nous voulons que les gens comprennent que désormais, nous voulons des partis politiques qui ne soient plus des partis de région, que ce ne soit plus des partis d'une circoncision, mais des partis qui ont un regard sur l'ensemble, sur
la plupart des circonscriptions de notre pays pour qu'une fois que leur candidat aura accédé à la magistrature suprême, étant donné que c'est ces partis qui vont gouverner, que ces partis aient un regard sur l'ensemble des circonscriptions de notre pays. Parlons maintenant des implications politiques. Oui. Il y en a de grandes qui se dégagent de ces premiers alinéas de l'article 132 nouveau. C'est que la notion d'accord de gouvernance renaît. Pour vous qui avez dit avoir banni les alliances politiques, cela voudra dire que votre parti, l'Union progressiste renouveau, par exemple, peut s'entendre avec le bloc républicain et au choix d'une candidature, les deux partis parrainent. Alors que si c'est un seul candidat, soit il émane de l'Union progressiste, soit il émane du bloc républicain. Donc, un des deux partis aura à parrainer quelqu'un qui ne vient pas de son parti. Quel est le fondement? Et surtout, Dezio, cela ne fait-il pas place à des accords de gouvernance pour soutenir des candidatures de gens n'émanant pas de formation politique? Non. L'objectif visé en faisant ça, c'est que vous savez qu'au départ, le parrainage, c'est un acte administratif qui permet de permettre, si je peux m'exprimer ainsi, à ceux qui veulent être candidats de pouvoir l'être sans restriction. Alors, comme nous sommes en train de faire des réformes qui corsent le dispositif, nous avons dit qu'il faut laisser quand même une ouverture pour permettre de parrainer des gens qui ne soient pas forcément de notre parti politique. On aurait pu s'arrêter au premier alinéa de cet article pour dire ne peuvent parrainer qu'un candidat membre ou désigné par leur parti. Si on le fait, ça fera un peu limite. On aura limité d'autres candidatures. Donc il faut donner la possibilité d'aller au-delà de son parti politique pour permettre pour que le jeu démocratique soit une fête. Pour que lorsque nous irons à l'élection, pour que ce ne soit pas un ou deux candidats seuls, pour qu'on puisse avoir plusieurs candidats afin que l'élection soit plurielle et que la fête soit belle. C'est pour ça qu'on permet que d'autres partis qui auront signé un accord de gouvernance avec votre parti, Quelle est la différence avec les anciennes alliances? Non, la différence entre l'alliance et l'accord de gouvernance ou l'accord de coalition parlementaire, c'est que l'alliance, c'est au démarrage, pour aller à la conquête du suffrage des électeurs, que des partis se mettent ensemble pour porter un seul candidat. C'est cela qui est interdit par la charte des partis. Vous ne pouvez pas être ensemble, mais il faudrait que vous soyez individuellement forts, avoir une assise nationale chacun pour pouvoir aller à la conquête du suffrage des populations. Donc c'est interdit que des partis se mettent ensemble. Si on le permet, ça veut dire qu'on aura des petits micro-partis, des micro-partis qui vont s'entêter, demeurer ainsi, et à l'approche des élections, se mettre ensemble dans une alliance. Ça phagocyte toujours la vie politique, la scène politique. C'est ça que nous avons refusé à travers la charte des partis qui interdit les alliances. Mais ici, les accords de gouvernance ou les accords de coalition, c'est que seul déjà, vous pouvez conquérir l'électorat, mais vous dites que quand nous serons élus, nous pouvons donc nous mettre d'accord avec des gens qui pensent la même chose que nous, tel que nous le faisons aujourd'hui. Vous savez, le chef de l'État qui est là aujourd'hui est peut-être dans un accord de gouvernance qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui soutiennent son accord. C'est cela que nous avons voulu concrétiser, légaliser à travers donc cette réforme. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti l'ayant présenté pour son élection. J'ai envie de demander, est-ce que les partis politiques sont devenus aujourd'hui des entités où s'exerce la dictature? Si vous, Gérard Benonchi, à un an de la présidentielle ou à quelques mois de la présidentielle, vous constatez que au niveau de votre parti, les idéaux de départ ne sont plus respectés. Ce qui se fait ne vous agrée plus. Pourquoi ne pas donner la possibilité ou la latitude à un membre d'un parti d'aller vers quelqu'un qui croit désormais et qui porte ses ambitions, ses idéaux? Non, vous savez qu'au niveau des partis politiques, nous avons voulu instaurer ce qu'on appelle la discipline et éviter le désordre. J'ai dit tout à l'heure qu'on a voulu limiter donc l'achat des militants, qui est la transhumance. On a voulu éviter ça. Ce n'est pas la dictature. Mais dans toute organisation, il faut la discipline. Sans la discipline, aucune organisation ne peut marcher. Si vous adhérez à un parti, c'est libre. L'adhésion est libre. Mais vous pouvez aussi librement sortir de cette organisation si un jour vous constatez que vos idéaux ou votre idéal n'est plus en harmonie avec les idéaux de cette organisation. Vous êtes libre de partir.
mais vous n'allez pas partir. Et nous, l'organisation que nous sommes, nous allons vous parrainer. Vous pouvez aller adhérer à une autre organisation dont les idéaux collent avec les autres, les vôtres. Et si cette organisation, si c'est un parti politique qui a des parents qui veulent vous parrainer, ils vont vous parrainer si vous adhérez à notre parti. Mais nous avons voulu sauvegarder la discipline interne au niveau des partis politiques en disant, quand vous êtes des militants d'un parti politique qui avait été positionné sur la liste d'un parti et vous êtes devenu élu, parce que vous ne pouvez jamais être élu sans un parti politique. Aujourd'hui, vous savez que le parti politique paye les cautions pour les candidats, le parti politique participe au fait de campagne des candidats, c'est le parti qui dépense et que vous devenez élu. Et une fois que vous êtes élu, que vous avez le pouvoir de parrainer, vous allez refuser de parrainer le candidat qu'a désigné votre parti. Ce n'est pas une bonne chose. Hein? Donc c'est ça qui favorise la transhumance que nous avons voulu donc éviter à travers ce test, disant, vous ne devez que parrainer le candidat membre de votre parti ou désigné par votre parti, ou à défaut parrainer un candidat qui est sur la liste, qui est désigné par un parti signataire d'un accord de gouvernance ou de coalition parlementaire. Mais ce que vous avez oublié dans cette disposition à l'Assemblée nationale, c'est que par 2 fois, en mars et en février, pardon, et en septembre 2021, la Cour constitutionnelle a rendu des décisions, une première sur la requête de votre ancien collègue, l'honorable Soui, et par la suite en contentieux sur le parrainage, et a dit par 2 fois, donc l'a établi comme autorité de la chose jugée, c'est une jurisprudence renforcée, que le parrainage est un acte unilatéral de chaque député. Oui. N'est-ce pas contradictoire? Ce n'est pas du tout contradictoire. Le parrainage se fera de façon unilatérale et individuelle par chaque parrain. Vous allez voir, le formulaire sera conçu ainsi pour que ce soit individuellement que vous parrainez et non collectivement. Mais regardé par le parti politique avec le choix de son candidat. Mais vous savez que le jour où même vous adhérez à un parti politique, vous perdez près de 90% de votre liberté. Votre liberté s'arrête où commence celle du parti. Parce que vous êtes à l'intérieur du parti. Et la liberté dont vous parlez n'est pas contradictoire avec la discipline interne. Ce dont nous parlons ici, c'est la discipline interne. Et cette discipline interne est nécessaire pour sauvegarder la stabilité des partis politiques, pour ne pas permettre que par le pouvoir de l'argent, on ne vienne donc disloquer les partis politiques en achetant leurs parrains potentiels à la veille d'une élection. Nous voulons instaurer dans notre pays une éthique politique en matière donc d'élection et de gouvernance du pays pour que les gens se disciplinent un peu. C'est nécessaire. Depuis que nous sommes dans la marche démocratique de notre pays, il y a des travers que nous constatons, et ces travers-là, dès que nous avons la possibilité de les corriger, au fur et à mesure, il faut les corriger. Nous avons tenté plusieurs fois de corriger ces travers, on n'a pas pu, mais à l'occasion de cette révision, je pense que l'alchimie est trouvée pour commencer. Même si ça ne va pas régler totalement le problème de la transhumance, ce serait un début quand même. Alors, au niveau du parti UP Le Renouveau, comment seront désignés en tout cas les 2 candidats? Je veux parler du duo de candidats à la présidentielle. Comment ça se fait pour que celui qui doit apporter son parrainage soit sûr au moins que celui qui est désigné est plus ou moins le meilleur dans le groupe? Non, ce n'est pas forcément le meilleur qu'on désigne. Le parti politique a ses règles internes. Et au moment venu, vous verrez, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui, le parti définira ses critères internes, ses règles internes, et les mettra en évidence, en exécution, pour choisir celui qu'il pensera au moment venu, pouvant donc porter son emblème pour aller à la conquête donc, du suffrage de notre peuple. Donc on ne va pas en débattre aujourd'hui, mais si vous êtes dans un parti politique et que votre parti désigne un candidat, c'est un processus. Au début, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous-même, vous pouvez avoir été candidat à la candidature, mais dès lors que la décision du parti tombera, au nom de la discipline de groupe, tout le monde s'aligne
derrière ce candidat. Vous l'observez partout dans le monde, c'est comme ça. Nous n'inventons rien. Et c'est vers cet idéal que nous allons... Gérard Benonchi, un cas de figure pour que les Béninois qui nous suivent comprennent. On désigne, ou avant même la désignation d'un candidat par l'Union progressiste Le Renouveau pour les élections présidentielles de 2026, vous n'êtes peut-être plus membre de l'Union progressiste Le Renouveau et vous décidez de faire chemin ailleurs parce que les convictions ne vous conviennent plus. Comment se passe votre parrainage? On procède comment? Alors, vous savez ça là, c'est un cas d'école que vous posez. Je pense que l'intéressé même devra en tirer les conséquences, puisque la loi dit clairement, vous ne pouvez parrainer que le candidat du parti sur la liste duquel vous avez été élu. Vous comprenez? Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous parrainez ce candidat ou, si vous ne voulez pas de ce candidat-là, vous pouvez parrainer un candidat désigné par un parti qui a signé un accord de gouvernance avec votre parti. Si parmi tous ceux-là, vous ne trouvez personne, ça veut dire que vous-même, vous avez décidé donc de s'aborder votre droit à parrainer. Allez, donc venons-en maintenant à l'article 146 nouveau. Seuls seront éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Oui, ce qu'il faut y comprendre, parce que j'avais commencé à dire au début que l'objectif que nous visons, qui est conforme à ce que nous faisons depuis que nous avons commencé la réforme du système partisan, c'est de faire des partis politiques des vrais acteurs de l'animation de la vie politique et des vrais acteurs du développement de notre pays. Alors, ce faisant, pour les élections, nous avons voulu que non seulement le critère de 10% de suffrage au plan national qui était exigé, que désormais, pour avoir droit au partage des sièges, il faut que dans chaque circonscription électorale, votre parti puisse avoir 20% du suffrage, ou à défaut, que ce soit ensemble avec un parti avec lequel il a signé un accord de coalition parlementaire. Donc, cela voudra dire quoi? Qu'on veut que les partis aient une assise dans chaque circonscription électorale de notre pays. Que vous ne soyez plus fort seulement dans une circonscription, mais que vous soyez des partis à ancrage national. Et nous avons commencé cela depuis que nous avons fait la première réforme pour exiger que, pour créer au niveau de la charte des partis politiques, pour créer un parti politique, qu'il faut avoir au minimum 15 militants dans une commune, alors qu'avant, au plan national, il fallait avoir seulement 60 militants, mais membres fondateurs. Mais depuis ce temps, nous avons commencé à montrer le chemin pour dire qu'il faut avoir une assise nationale. L'assise nationale descend maintenant pour aller dans les arrondissements, pour aller dans les circonscriptions. Il faut que vous soyez assis véritablement dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin. D'ailleurs, le Code avait imposé déjà que on puisse positionner des candidats dans toutes les circonscriptions. Vous ne pouvez pas choisir en allant aux élections quelques circonscriptions électorales seulement pour dire c'est là vous êtes fort. Non, on avait déjà exigé que vous présentez des candidats dans toutes les circonscriptions et que vous pourvoyez à tous les postes. Alors, si vous pourvoyez au poste, il ne faudrait pas que vous fassiez du remplissage. Il ne faudrait pas que vous positionnez des figuratifs, des figurants. Mais il faudrait que vous alliez à la conquête de l'électorat de ces circonscriptions pour permettre que ceux que vous avez positionnés puissent être élus. Vous donnez la chance à eux. Vous êtes obligé d'aller faire campagne dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, c'est pour cela que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire éliminer. Sinon, jusque-là, malgré les réformes, vous voyez, certains faisaient un pas sur certaines circonscriptions. Ils disent d'ailleurs, nous ne pouvons pas être élus là-bas. Nous ne dépensons pas. C'est tout normal, non? Lorsque vous êtes... nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Ce que nous voulons, l'idéal, c'est que vous puissiez être présent dans toutes les circonscriptions, avoir des militants dans toutes les circonscriptions pour pouvoir avoir le même regard sur toutes les circonscriptions en matière de conception des politiques de développement. Gérard Benonchi, est-ce que ce n'est pas un idéal utopique quand on connaît les éléments sociologiques qui déterminent le vote dans un pays comme le nôtre, et même dans la plus grande démocratie du monde? Il y a un parti du Nord
et il y a un parti du Sud qui lève beaucoup plus de sénateurs au Nord qu'au Sud, et ainsi de suite. Est-ce que là, on n'est pas en train de faire la démocratie à la béninoise, à la Union progressiste de renouveau, à chaque fois que nous faisons une réforme, vous dites que c'est utopique. Mais c'est une question que je vous à la mise en œuvre, quand vous dites ça, à la mise en œuvre, on constate que ce n'est pas de l'utopie. On a du concret, on a du résultat. C'est pour ça qu'on veut aller plus en avant pour pouvoir concrétiser le modèle que nous nous sommes conçus. Nous pensons que nous y arriverons. Moi, je pense que les conditions qui ont été posées n'ont pas été posées pour un seul parti politique. C'est posé pour tous les partis politiques. Donc, il faut que maintenant, même nous-mêmes qui sommes ici, Union progressiste, le renouveau, je ne peux pas dire que nous avons une assise dans toutes les circonscriptions électorales à l'heure où je vous parle. Non, c'est maintenant, nous avons un défi pour aller à la conquête de toutes les circoncisions où nous pensons que nous sommes faibles. Si nous n'investissons pas aujourd'hui ces circoncisions, alors nous serons éliminés. Donc il en est de même pour tous les partis politiques qui doivent aller à la conquête de toutes les circoncisions pour que l'animation de la vie politique soit donc effective et une fête, qu'on voit tous les partis politiques partout dans toutes les circoncisions de notre pays. Parce que si vous ne le faites pas, alors là, une circoncision, une seule circoncision 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans suffisent pour véritablement avoir ce que vous dites là? Non, même pas plusieurs années. Nous allons compétir en 2026. Et si on ne se met pas au travail pour être assis dans toutes les circoncisions électorales avant 2026, aux élections de 2026, nous serons éliminés. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à travailler dès aujourd'hui, travailler dans toutes les circoncisions électorales pour être sûr que seul ou en accord de coalition parlementaire, on pourra obtenir les 20% nécessaires pour être éligible au partage des sièges. Vous savez que depuis 2016, un peu, l'activité politique a véritablement changé. Ça a même baissé au point où aujourd'hui, les députés que vous êtes, peut-être pas vous, Gérard Benonchi, il y a des députés qu'on ne connaît même pas, des députés qui siègent à l'Assemblée nationale au nom du peuple qu'on ne connaît pas. On les découvre quelquefois lorsqu'ils viennent peut-être sur des plateaux de télévision ou lorsqu'on entend leur voix, sinon les députés ne sont pas connus. Comment est-ce qu'on peut réaliser tout cela dans un contexte comme celui qu'on vient de Oui, si aujourd'hui vous avez des députés que vous ne connaissez plus, je pense que c'est une bonne chose parce que peut-être, oui, les réformes sont en train de prendre. Nous voulons désormais des partis politiques forts, des institutions fortes au détriment des hommes forts. On ne veut plus construire des hommes forts. Avant, c'était des hommes forts. Un député d'une commune, très fort dans sa commune. Il est populaire, il fait tout. Il crée son parti politique. Il est candidat dans sa circonscription électorale. Il a le nombre de voix qu'il faut. Il est élu le seul député. Il vient siéger à l'Assemblée nationale. Vous le connaissez. Il fait tapage pour que vous le connaissiez. Mais le député qu'on ne connaît pas, comment il vient recueillir nos aspirations pour les reverser dans les débats à l'Assemblée nationale? Non, on le connaît. C'est vous qui ne le connaissez pas peut-être. Mais on le connaît quelque part. Malgré que si le député est élu national, il vient d'une circonscription. Et quand il y a compétition électorale, ça se passe dans les circonscriptions. Chaque député va à la conquête de l'électorat dans sa circonscription électorale. Et je vous assure qu'on ne peut pas ne pas le connaître dans sa circonscription électorale. Il est vrai que certains députés ont du charisme, on peut les connaître partout, mais ce n'est pas tout le monde qui a les aptitudes pour qu'on puisse les connaître partout. Parlons pédagogie, Gérard Benonchi. On a traversé le multipartisme intégral dans le préambule de notre Constitution pendant 30 ans. En 2019, vous avez commencé par acter la réforme du système partisan. Nous ne sommes qu'en 2024. Est-ce que vous pensez que la mayonnaise prend véritablement pour que vous passiez à une vitesse supérieure, ou aujourd'hui, vous voyez, comme beaucoup le disent dans l'opinion, que c'est un passage en force? Je vous ai dit tout à l'heure que à chaque fois que nous faisons une réforme, les gens disent ou vous dites que nous sommes en train de faire des réformes utopiques. Mais quand nous les mettons en œuvre, qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand nous avons fait les réformes en 2018, 2019? Des gens disent même c'est irréalisable et ont refusé même de se conformer à la loi. Mais par la suite, quand ils ont eu l'éclaircie et ils se sont conformés, ils sont allés aux élections, ils ont pu avoir 28 députés. Quand vous dites c'était pas si difficile que ça. Honorable, quand vous dites non, c'est tout comme si, bon, c'est vous seul qui avez la science infuse. Quand je dis vous, oui, je parle à tout le peuple béninois.
Je parle à tous ceux qui en doutent. Ce n'est pas vous, journalistes. Vous êtes à l'Assemblée. C'est un nombre donné. C'est un nombre donné. C'était une Assemblée monocolore où il n'y avait pas une voix discordante. Oui, nous avons eu une Assemblée monocolore à un moment donné de notre pays, pas de notre faute. Mais cette Assemblée monocolore a eu à faire des réformes qui ont été critiquées. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces réformes ont porté leurs fruits. Et nous voulons aller au-delà. Et c'est ce que nous faisons. De bon comme de mauvais, oui, parce que ces réformes ont amené pour la première fois dans l'histoire de notre pays des élections où tout le monde est sur le qui-vive. Parce que les gens, se sentant incapables de se conformer aux lois, ont voulu mettre le pays à feu et à sang. C'est tout. Où des gens avaient des objectifs derrière la tête, conquérir le pouvoir par la force, par la rue, ont essayé. Et c'est ça qui a donné ce que nous avons eu là. On a toujours eu des rivalités. Kékou Soglo, ensuite Yahi Talon à une certaine époque. On a toujours eu des rivalités, mais elles ne nous ont jamais amenés à ces extrêmes. Et je dis, le diable a visité des gens à un moment donné, parce qu'ils ont vu que en face, les réformes... C'est-à-dire que l'homme est réfracté à toute réforme. Et à ce moment donné, des gens ont été réfractés à ces réformes parce que ces voyants incapables, on a voulu enlever le biberon à certains, les parties de poche, les parties de sac. On a voulu mettre fin à ça et certains n'étaient pas d'accord et ont voulu tout vendanger, tout saccager pour qu'on puisse revenir à la situation en T. Non, l'État a été ferme et force est restée à la loi. Dans cette réforme, nous sommes allés aux élections et ça a produit les résultats que vous savez, non pas à notre tort. Mais aujourd'hui, ceux qui ont fait ça sont revenus à des meilleurs sentiments et je vous ai dit, ils sont rentrés dans la danse, ils ont participé. Ils ont vu que les lois n'étaient pas si insurmontables que ça. Ils ont réussi à enlever des sièges. Ils ont même dit qu'ils étaient plus populaires que tout ce qu'ils avaient, tous les sièges, hein, la majorité. Mais la réalité des urnes a été révélée par les instances appropriées. Vous avez vu, ça veut dire tout n'était pas... Dans cette réforme-là, quelle a été la place du consensus, qui reste une valeur prônée par... qui a été éditée par... Le consensus part depuis le dialogue politique que nous avons fait en 2019. Avec une partie de la classe politique. C'est quoi une partie? Quand on invite les partis politiques, ce n'est pas une partie de la classe politique. Les partis politiques régulièrement inscrits à l'époque ont été tous invités. Vous savez qu'il y a des forces politiques de l'époque qui n'étaient pas en règle pour pouvoir assister à un dialogue comme celui-là. On n'a pas dit un dialogue national. On a parlé de dialogue politique. Et l'animation de la vie politique, c'est les partis politiques. C'est ce que la charte des partis, notre parti a dit, la charte des partis politiques dit l'animation de la vie politique est de l'apanage des partis politiques. Quand on veut faire un dialogue politique, on invite les partis politiques. À l'époque, tous les partis politiques ont été invités, régulièrement inscrits, et ceux qui ont voulu venir sont venus. Il n'y en a qu'un ou deux qui n'étaient pas arrivés. Tout le reste est arrivé. Et les résultats de ce dialogue politique ont permis que nous fassions des réformes. Et nous sommes aussi dans la logique de ces réformes qui ont été donc induites par le dialogue politique jusqu'à ce jour. Le président Orden, la fois passée à l'Assemblée nationale, a lu un extrait donc des recommandations de ce dialogue. Hein? Et c'est dans ça que nous sommes, pour préserver donc la force des partis politiques, l'ancrage national des partis politiques, c'est souhaité par toute la classe politique. Il faut préserver cela. Et toutes les réformes que nous faisons actuellement vont dans ce sens. Préserver une assise nationale des partis, leur ancrage national, leur force, et permettre que ces partis politiques puissent entraîner, insuffler l'unité nationale. Oui, si nous avons des partis claniques, nous n'aurons jamais l'unité nationale. D'accord. Allez, deux autres articles m'intéressent bien au cours de cette émission, l'article 135 et puis l'article 201. L'article 135 dit à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national, il est procédé au profit des listes éligibles à une première attribution de 85 sièges à raison dans les collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous avez mis dans cet article-là? Ce qui est dans cet article, il faut le comprendre. On dit, pour être éligible à l'attribution des sièges, il faut réaliser des législatives. Oui, il faut obtenir 20% du suffrage dans chaque circonscription électorale. Si vous n'y parvenez pas seul en tant que parti politique, il faut que vous puissiez y parvenir ensemble avec un ou des partis avec qui
vous avez signé un accord de coalition parlementaire. Mais les partis éligibles à l'intérieur de cet accord de coalition parlementaire, les partis qui sont éligibles pour qu'on totalise leur voix avec les votes, c'est ceux seulement qui ont eu les 10% au plan national. Donc il y a ce premier filtre qui n'a jamais disparu. Si vous n'avez pas 10% au plan national, vous n'êtes même pas éligible à l'intérieur d'une coalition parlementaire, d'un accord de coalition parlementaire, à ce que vos voix puissent être comptabilisées. Donc c'est ce que ça dit. Ça veut dire que il faut forcément avoir 10% au plan national pour compter. Ce filtre existe toujours. Alors si vous comptez, vous avez 10% national, au plan national, vous êtes éligible à ce qu'on comptabilise vos voix dans les circonscriptions électorales, soit seul, soit ensemble avec des partis avec lesquels vous avez signé un accord de coalition parlementaire. Donc on va à un schéma dans lequel il y aura au plus 3 ou 4 partis politiques au plus dans la vie politique. Si on en arrive là, c'est une bonne idée, on aura atteint un bon objectif. Oh, c'est une restriction, n'est-ce pas? Mais on a parlé de multipartis, on a pas révisé la Constitution. Écoutez, en quoi cela vous gêne? Quand vous prenez les grandes démocraties, quand vous prenez les États-Unis par exemple, quand on va aux élections présidentielles, vous entendez parler de combien de partis? Mais il n'y a pas 2 partis. Vous entendez parler de combien de partis quand on va aux élections présidentielles? Dites-moi. C'est 2. Mais il n'y en a pas 2. Non, il n'y en a pas 2. Mais chez nous, il n'y en aura pas 2. Les partis pourront exister, mais pour avoir l'attribution des sièges, il y a des critères. C'est cela que nous faisons. Vous pouvez toujours exister. Être un parti de groupe de pression, un parti qui attire l'attention, mais pas forcément pour avoir l'attribution des sièges, être attributaire de sièges au plan national. Non. Comment est-ce qu'un parti vit sans ça existe comme ça partout. Et exercer le pouvoir politique? Ça existe partout comme ça. Dans tous les pays, ça existe comme ça. Vous avez en France, en France, il y en a comme ça, qui sont là, qui agitent toujours l'actualité politique, mais qui ne siègent jamais à l'Assemblée nationale. Là-bas, la possibilité existe d'avoir un siège, 2 sièges encore à l'Assemblée. Ici, vous dites que c'est exclu. Non, je vous dis, là-bas aussi, c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils aient. Ces partis-là ne sont jamais à l'Assemblée nationale, comme je vous dis. Tant en France qu'aux États-Unis, partout, ces partis, vous n'entendez jamais. Le Rassemblement national à l'Assemblée nationale française, ça, le Rassemblement national, c'est un grand parti. Mais il y a des micro-partis plus que ça. Jean-Marie Le Pen a été seul député du Rassemblement national. Il y a des micro-partis dont vous n'entendez jamais parler à l'Assemblée nationale, mais ils sont pas quand même là, et c'est des groupes de pression. Mais pourquoi on veut toujours faire les choses en citant les États-Unis? Oui, parce que vous pensez que nous inventons la roue. Nous n'inventons pas la roue. La démocratie n'est pas notre chose. C'est un modèle d'ailleurs que si nous devons travailler. C'est un principe universel. Alors là, c'est pas notre affaire, la démocratie. C'est venu d'ailleurs, c'est de l'Occident. Et il faut qu'on applique les principes qu'ils appliquent. Si nous devons fonctionner comme nous, dans nos traditions africaines, on ne serait pas peut-être en train de faire la démocratie. On aurait des rois qui vont Nous avons encore 7 minutes dans cette émission. On s'en voudrait de ne pas vous faire la question sur les collectivités territoriales. Vos verrous de pourcentage sont allés jusqu'au chef de village. Article 189 nouveau. À défaut de la majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l'ensemble des partis ayant constitué la majorité absolue par la signature d'un accord de gouvernance communale. Les chefs de village ou de quartier, ça c'est l'article 201, ou de quartier de ville sont désignés par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement. Finalement, la décentralisation est rangée où avec ces dispositions? C'est rangé où? La décentralisation est en marche. Vous savez que les élections locales sont des élections qui coûtent cher à notre pays. Nous sommes dans un processus de rationalisation des dépenses publiques. Et vous savez que quand on fait les élections locales, quand on en a eu à faire, des années après, les recours étaient toujours en cours devant les tribunaux, n'ont jamais fini, jusqu'à ce que les législatures finissent. Alors, ce que nous avons fait actuellement est en adéquation avec ce que nous avons commencé à faire au niveau communal, où désormais, pour renforcer toujours le pouvoir des partis politiques, lorsque nous finissons l'élection communale, vous savez que c'est le parti majoritaire qui désigne le maire et ses adjoints, qui désigne les chefs d'arrondissement, c'est le parti majoritaire. Donc c'est ce que nous faisons aussi au niveau local, pour que ce soit les partis qui sont majoritaires au niveau de chaque village, qui désignent
les chefs de village. Donc on est en accord, en harmonie avec ce qui a commencé à être implémenté depuis le sommet. C'est ça qui est descendu jusqu'à la base. Il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Donc on ne fait rien au hasard. Tout est bien calculé et puis bien en harmonie. C'est une symphonie qui est en train d'être jouée. Donc, ce n'est pas ce que Augustin Aranvoye-Bla, député de votre parti, a dit, vous avez rejeté la Constitution. Nous, on fera également le code électoral, on raflera même 80%. Ce n'est pas la répercussion de tout ça, le code électoral, mais c'est plutôt très objectif. Mais comme vous l'avez démontré dans cette émission. Tout député, tout politique doit avoir pour objectif de rafler la totalité de la mise. Personne ne vous dira le contraire. Quand il dit ça, mais c'est normal qu'il dise ça. Il faut qu'un démocrate dise aussi qu'il veut le rafler 100% de la mise. Il faut que quelqu'un du BR dise qu'il veut rafler 100% de la mise. On dit rien de mauvais en disant ça. C'est pas mauvais. L'objectif, quand on va à une compétition, c'est dire, est-ce que vous allez déjà en disant je vais perdre? Non, on dit toujours, je vais gagner. Ce n'est pas pour ça que tous ces verrous sont nés du jour au lendemain, sans grand débat. Ce sont des amendements. Tout était déjà là, avant qu'il nous parle. Tout était déjà là. Donc, ce n'est qu'un constat qu'il fait, et puis il émet un souhait, un vœu. Il faut que tout le monde émette le même vœu. Allez, tous les acteurs politiques n'ont qu'à émettre le même vœu. Vos amis d'en face ont dit que c'est un hold-up politique qui s'est fait à l'Assemblée nationale le mardi dernier. Ils sont allés même jusqu'à dire que certains amendements ne figuraient pas en tout cas sur la copie de ce qui a été fait en commission, et que c'est le président de la commission des lois qui est venu lire cela en plénière, que rien n'avait été décidé. Mais lorsque vous entendez tout ça, qu'est-ce que cela vous dit? Quand vous entendez ça, la majorité est en train de brimer continuellement. Quand vous entendez ça, vous croyez que c'est la vérité? Non, dites-nous. C'est pas la vérité, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée dit que les dossiers sont étudiés en commission. Quand les dossiers sont étudiés en commission, les commissions sont des structures techniques qui éclairent la plénière. Quand c'est étudié en commission, au niveau de la commission, on reçoit des amendements. Le président de commission, on reçoit des amendements en plénière, en commission. On les étudie, on les intègre au rapport. Mais en plénière, c'est la plénière qui est souveraine. Les commissions ne sont pas souveraines, c'est la plénière. On dit, on peut finir une thèse de loi en culotte en commission, et en plénière, ça va devenir pantalon. On peut finir en pantalon en commission, et en plénière, ça va devenir culotte ou bien caleçon. C'est comme ça, c'est la plénière qui est souveraine. Lorsque une commission technique finit et soumet son rapport, en plénière, il peut y avoir des amendements. Si les autres députés qui n'ont pas participé aux travaux estiment qu'ils ont des amendements, ils vont les porter en direct en plénière. Et c'est ce qui s'est passé. On a reçu des amendements en plénière. Et le président de la commission des lois a suggéré une suspension pour aller intégrer ces amendements en commission. On leur a accordé une suspension de 30 minutes. Ils sont partis, c'est 1 heure du temps. Après, ils sont revenus pour aller étudier ces amendements reçus en plénière. Les estiment qu'il y avait de très belles propositions dans ce que Nourenou Achadea a déposé. De très belles propositions selon eux. Selon eux, c'est comme ça. Quand eux pensent pourquoi on va penser que j'ai raison tant que ça vient de moi, c'est beau. Quand ils disent, par exemple, de supprimer le quitus fiscal, vous pensez que c'est une bonne chose? Quand on veut aller à la compétition, aller recueillir le suffrage des Béninois, et que le politique dit que lui ne veut pas être à jour de ses impôts, alors que lui sera entretenu aux frais du prince, on va le payer avec les impôts payés par les citoyens, et il dit que lui ne veut pas payer d'impôts. Vous êtes financier, l'impôt n'est pas grave. Vous pensez que c'est une bonne proposition, ça là? C'est ça, ils appellent belle proposition. C'est pas une belle proposition. C'est l'impôt que vous avez pris. Mais oui, mais si au nombre de leurs propositions, il y en a de très mauvaises, de très pernicieuses, et qui disent que c'est de très belles propositions, s'il y a une seule qui est mauvaise, il faut savoir que... Gérard Gbenochi, en commission, votre règlement intérieur permet que la société civile ou d'autres composantes de la société vous éclairent. La société civile crie exclusion. Elle a voulu participer aux travaux en commission, mais vous n'avez pas voulu prendre en compte les différents travaux qu'elle a proposés. Est-ce qu'ils ont envoyé
un mémorandum. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, ils sont déposés, ils doivent savoir que ça a été étudié par les commissaires qui sont souverains. Ils intégreront ce qu'ils auront jugé bon dedans et le reste, s'ils ne jugent pas bon, ils ne le feront pas. Et d'ailleurs, la Sénat aussi, la Sénat qui est une institution de la République, a envoyé ses préoccupations à la commission. Vous en avez parlé pendant la plénière, mais vous n'en avez pas parlé. Non, on a dit, mais oui, parce que c'est arrivé, c'est dit. Il a été tenu compte de certaines propositions de la Sénat, d'autres ont été rejetées. C'est comme ça. C'est au niveau des commissions qu'on fait le travail technique. Alors, et rien ne s'impose aux commissions. Gérard Benonchi, quelle attitude doit adopter le peuple face à tout ce qui se fait? Parce qu'on a maintenant dans l'opinion des gens qui font croire que bon, tout ce qui a été fait, c'est pour exclure une partie de la classe politique. Vous soutenez mordicus que c'est pour davantage renforcer la réforme du système partisan. Le peuple semble un peu divisé suite à ce travail que vous avez fait. Comment vous entendez, qu'est-ce que vous entendez faire pour que véritablement on n'ait pas ce clivage là? Quand vous parlez de peuple, des fois je ris, parce que le peuple, je ne sais pas qui parle du peuple, parce que nous sommes passés partout au Bénin, et le peuple dont vous parlez est en accord avec nous. Ce qu'il faut retenir, et ce que tout le peuple béninois doit retenir, c'est que les réformes que nous avons faites visent, premièrement, à avoir des partis politiques à ancrage national qui soient les vrais acteurs de la vie politique et du développement de notre pays. Deuxièmement, nous voulons que les leaders politiques ne soient plus des leaders d'un département ou d'une commune, ceux qui soient des leaders représentatifs. Troisièmement, nous voulons limiter la transhumance politique à travers ces réformes. Et quatrièmement, nous voulons insuffler l'unité nationale, l'inclusion à travers ces réformes. C'est pour cela que nous avons tout fait pour que, par exemple, les démocrates ne soient pas exclus par les réformes. Donc, c'est une loi fédérateur, une loi intégrateur, une réforme intégratrice qui permet donc que nous ayons tous autour de la table et que nous ayons des partis forts à ancrage national, vrais animateurs de la vie politique, et que les leaders aussi ne soient pas des leaders d'un département, qui soient représentatifs au même titre que leurs partis sont représentatifs, et que nous limitions donc la transhumance politique. Voilà les 4 pôles forts, phares, que tout le peuple béninois doit retenir pour savoir que nous n'avons rien fait pour nous-mêmes. Et la loi, si elle est due pour tous les Béninois. Si elle est douce pour tous les Béninois. D'ailleurs, la loi est générale et elle est impersonnelle et d'application générale, sans exclusion aucune. Honorable Gérard Benonchi, il est député à l'Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire UP Le Renouveau. Il est également le secrétaire général du parti UP Le Renouveau, président de la commission des lois et des échanges. Il était notre invité sur Zone Franche pour comprendre les amendements apportés au code électoral. Le travail a été fait le mardi dernier. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. On vous aura compris, honorable Gérard Benonchi. Merci d'être passé dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Allez, merci William Clécan. Merci à toute l'équipe de réalisation. Vous connaissez les canaux de rediffusion de cette émission. À très vite pour un autre numéro de Zone Franche.